Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions? C'est la fin du cinéma. Non, mais je crois que le cinéma existera toujours. Vous seriez pas dans le cinéma, vous? Breakfast Ciné Club. Breakfast Ciné Club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au BCC, le Breakfast Ciné Club. Les fêtes d'Halloween battent leur plein, la saison se prête donc à un épisode spécial pétoche. Aujourd'hui, on va vous parler de Black Pétoche, Myth. il a dit. Les pétoches. Voilà, je suis une personne de son âge. On va vous parler de Black Phone 2, de Five Nights at Freddy's 2, et ces deux films qu'ont-ils en commun? Un mec, Jason Blum, et son studio Blumhouse Productions qui célèbre cette année ses 25 ans. On va donc aussi se replonger un petit peu dans l'histoire de cette maison de l'horreur, devenue depuis toutes ces années l'un des pourvoyeurs essentiels de l'horreur et du fantastique moderne. Youpi. Pour plonger dans ce généreux sommaire, j'ai à mes côtés les indispensables Marie Palot et Terry LTM. Bonjour à vous. Super. Ça va, et Terry est... grave content d'être là. Voilà. Il est vraiment... Ah mais c'était trop cool. Quand j'ai vu qu'on parlait de ça aujourd'hui, j'étais genre ouais, trop bien. J'ai deux salles de ambiance littéralement à ma gauche et à ma droite. Terry, donc qui effectivement une fois de plus a pris sur lui pour ce podcast puisque les films d'horreur le terrifient. Mais ne perdons pas de temps car le programme est chargé. Le Breakfast Ciné Club spécial Blumhouse, c'est parti. Alors, commençons par le commencement, par Blumhouse. Donc, Blumhouse, c'est la boîte de production de Jason Blum, qu'il a fondée en indépendant en 2000. Après quelques années d'existence, Blumhouse s'associe à Universal. On est en 2013. Et la philosophie de Blumhouse, elle est assez simple. Des films à budget modeste alloués à des cinéastes qui, en contrepartie, ont carte blanche sur leurs films. Une philosophie qui s'est avérée plusieurs fois payante, puisque Blumhouse, c'est quand même une collection de films qui pour certains font partie des plus rentables de l'histoire du cinéma. On pense évidemment à Paranormal Activity qui figure tout de même en haut de cette catégorie. Paranormal Activity qui résume à lui seul le concept Blumhouse, un concept horrifique simple mais hyper efficace, exploité au maximum de ses capacités pour un coût dérisoire et une rentabilité au max. Le premier Paranormal Activity, c'est $15 000 de budget. C'est ahurissant. Puis $200 000 en post-prod et des recettes mondiales qui approchent les $200 millions. Donc bon, voilà, on est sur une bonne OP. Et selon Jason Blum lui-même d'ailleurs, un Paranormal Activity doit beaucoup au projet Blair Witch. Oui. Souvenez-vous, à la fin des années 90, quand Jason Blum bossait pour... Bah non, évidemment, j'ai complètement oublié. À la fin des années 90, Blum, il bossait pour Miramax. Il n'avait pas encore monté Blumhouse et il était au marché du film et il est passé à côté de Blair Witch, c'est-à-dire qu'il l'a vu. Il n'a pas forcément senti le potentiel sur le moment et il a vu ensuite ce film devenir à l'époque le plus rentable de l'histoire. Donc Paranormal Activity lui a en quelque sorte permis de rattraper cette erreur et c'est finalement le projet qui a véritablement fait décoller sa boîte. Marie, Terry, c'est quoi votre rapport à Blumhouse? Quels sont les films du studio qui vous ont le plus marqué? Bah vas-y Terry, Tellement, mais si tu savais. Non mais alors bon, franchement, à la base, les films d'horreur et moi, ça fonctionne pas des masses. Moi, je suis plutôt le genre de personne qui va allumer toutes les lumières dès qu'il regarde Harry Potter. Vraiment, c'est genre, je flippe totalement. Ah, oui. Mais Blumhouse, c'est quand même un nom que j'ai appris à respecter. Genre, c'est même quand j'allais pas forcément voir les films, je savais que c'était eux derrière. Et ça, je pense que ça montre que ils ont vraiment une force, c'est d'être un vrai label. Et ce que j'aime, c'est que ils ont réussi à mélanger un petit peu ce cinéma d'auteur et ce frisson grand public. Alors t'as un Get Out ou tu as un Whiplash qui ne sont pas forcément des films d'horreur mais qui ont réussi à leur manière à me mettre des sueurs froides monumentales, bien que Get Out je le mets pas en film d'horreur mais pas loin quand même, il y a des séquences Whiplash c'est un peu de l'horreur psychologique ça fait... oui clairement finalement c'est un peu ça psychologiquement mais du coup voilà, j'ai toujours eu un peu peur en rentrant en regardant un film Blumhouse, mais je sais que c'est une peur qui est contrôlée. C'est un studio qui sait très bien où il t'emmène et même si j'ai peur, je dois avouer que j'admire la maîtrise et tu vois, ils ont fait aussi Invisible Man que j'avais absolument kiffé. Voilà, hyper bien. Vraiment, même si j'avais hurlé plusieurs fois dans la salle de cinéma au point où mon voisin était parti, il avait changé de place parce que j'avais fait trop de bruit. Marie, toi t'es pas du genre à partir pendant les films Blumhouse? Non, alors
sachez pour l'anecdote que j'adorais moi les films d'horreur. Donc c'était toujours un plaisir. Après j'ai eu un enfant. Et les choses ont changé. Et il y a des trucs que tu vois plus de la même manière. Voilà. Je comprends. Et du coup, à ta question de savoir s'il y a un film qui m'a marqué, évidemment, il y en a plein chez Blumhouse qui m'ont marqué, mais si je dois en choisir un, pour être honnête, c'est Sinister. Ouais. Déjà, bien sûr. Qui fouille son grenier comme ça? C'est les gens qui veulent participer à un trésor dans votre grenier, non, tu sais. vous laissez votre grenier comme il est. Parfois, si tu vous sais trouvez pas. des choses dedans, vous ne les touchez pas parce que c'est le début de quelque chose. Je m'étais arrêté à la bande-annonce personnellement là-dessus. Oui, ne regarde pas le film. Ça m'a suffi, j'ai fait OK. Et déjà, en fait, je savais, les enfants ensanglantés, c'est pas mon truc. Ouais. Et j'avais pas encore d'enfants à cette époque-là. Donc, c'est un film, je ne peux plus le revoir. Ah, tu peux plus revoir Sinister. Non, c'est pas possible. Alors que pourtant, tu t'en souviens très bien. Je m'en souviens parfaitement. Pas besoin de le revoir, du coup. Ça, c'est un loyer gratuit dans ma tête. et comme vous le disiez, Blumhouse, c'est un label, c'est un concept qui marche. Ils ont réussi en fait à transformer la peur en marque. Ouais. C'est vraiment. Et pour l'occasion, donc du coup, j'ai vu d'autres films qu'on a cités, Get Out, Whiplash, Five Nights at Freddy's. Ouais. Parce que même si c'est un film d'horreur, il y a un jeu vidéo derrière, on y reviendra, Oui. et il y a un appétit particulier derrière. Donc je suis pas allée dans l'horreur totale non plus, totale Il y a lâcheté. un appétit particulier quand même derrière moi, Ouais. des phrases comme ça. Mais on est où là? Et du coup, c'est marrant parce que quand on pense studio d'horreur, on imagine un truc hyper underground, hyper marginal. Mais Blumhouse, je trouve qu'ils ont réussi un miracle économique derrière le genre. Et je trouve qu'ils ont même créé un modèle start-up du cinéma. Voilà, on arrive, on a une idée, on investit peu, comme tu le disais, puis d'un coup, ça devient un monstre économique, ça cartonne, et en plus, c'est bien fait. Donc, je trouve que c'est un peu la Silicon Valley version l'enfer dedans. Ah oui, bien vu, bien vu. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Blumhouse est un nom qui compte donc dans le paysage du cinéma de genre, mais pas seulement, comme tu le disais, Marie. On rappelle qu'on doit aussi au studio la révélation d'un réalisateur comme Damien Chazelle avec Whiplash. Effectivement, d'ailleurs, Jason Blum dit qu'il n'a jamais vu La La Land, figurez-vous, parce qu'après le succès de Whiplash, Damien Chazelle n'a pas souhaité reconduire avec Blumhouse pour La La Land, et ça l'a tellement saoulé qu'il a boycotté le film. Et il dit, si jamais un jour un de mes films Blumhouse reçoit un Oscar, là je regarderai La La Land, c'est promis. Voilà. Ah mais Non, j'aime mais bien, moi je comprends. Moi je comprends. J'aime Je bien ferais l'attitude. exactement la même chose. En plus il est honnête, il le dit. Oui, voilà, tu sais, vraiment. il le dit vraiment dans plein d'interviews et tout. Genre, il s'en cache pas, il a bien raison. La révélation de Jordan Peele aussi avec Get Out. Donc tout ça, c'est du sérieux. Et ça va nous amener à l'actualité du studio, à savoir The Black Phone 2, un film actuellement en salle. Ce qui va nous amener à l'actualité du studio avec le film The Black Phone 2 qui est actuellement en salle, dont on va vous parler tout de suite. Mais juste avant, on va s'écouter un petit extrait. Je ne plus jamais entendre de téléphone sonner. Bonsoir, Finney. Tu as cru que notre histoire était finie? T'es mort. Toi, plus que quiconque. C'est que la mort n'est qu'un mot. Breakfast in Club. Alors nous voilà bien dans l'ambiance, ils ont mais réussi même quand dans même à le- faire en des ASMR. jumpscares. Non mais il y a un Il jumpscare arrive à avoir même dans peur. l'extrait les gars. oui. Vous abusez aussi. Sans les images, on arrive à faire sursauter Terry, c'est beau. Alors, The Black Phone 2, c'est quoi l'histoire? On retrouve les personnages principaux du premier film, donc Finn et sa petite sœur Gwen, qui tentent de vivre avec le traumatisme qui les suit depuis les événements du premier film. Finn avait été enlevé par l'Attrapeur, un serial killer tueur d'enfants sympa, auquel il avait échappé bonne ambiance, ça. grâce aux rêves prémonitoires de sa sœur Gwen et aux fantômes des précédentes victimes de l'Attrapeur avec lesquels Finn entrait en contact via un vieux téléphone mural à cadran noir. Donc dans The Black Phone 2, Finn, Gwen et son ami Ernesto se retrouvent coincés en pleine tempête de neige sur le site d'un camp de vacances catholique. Que sont-ils allés faire dans cette galère, me demanderez-vous? Ils ont été attirés sur place, figurez-vous, par un des rêves de Gwen, justement, dans lequel elle entendait sa mère décédée l'appeler. Mais c'est une Moi, excellente idée. Ouais, c'est Allons bonne dans raison un pour camp pas y aller en chrétien slip. parce qu'un mort m'a passé un coup de Ma fil. sœur me dit il y a eu ça, je lui fais t'es solo fini, ma là. bosse. Hein, Bisous, c'est terminé. au revoir. Donc très vite, le trio va découvrir que l'histoire de l'Attrapeur
et celle du camp de vacances et celle de leur maman sont en fait étroitement liées et que bien que Finn ait tué l'attrapeur, le tueur n'est peut-être pas totalement disparu. Marie, qu'en as-tu pensé ? Bon, comme on disait, déjà, est-ce une vraie bonne idée quand quelqu'un vous dit j'ai fait un rêve. À part on parle des bases du cinéma d'horreur, c'est-à-dire les mauvaises idées, c'est ce qui fabrique les films d'horreur. Les mauvaises idées et en plus avec une mauvaise météo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Black Phone 2, comme le premier, remet encore une fois des enfants en danger. Ils sont abîmés, donc déjà émotionnellement, ce qu'Hollywood avait quand même mis de côté, mais ils sont aussi abîmés, vraiment très abîmés physiquement. Ça a été très pénible, je tiens à le dire. On parle d'un gamin séquestré, d'enfants assassinés qui reviennent hanter les vivants, donc dans le 1 et aussi dans le 2. Je me suis demandé, est-ce qu'on n'assiste pas aussi au retour d'un cinéma américain qui n'a plus peur justement d'abîmer ses enfants. Pendant longtemps, ils étaient intouchables au cinéma. On a eu droit, à l'Exorciste, à Poltergeist, à The Omen, mais après une très grosse période, merci Montessori, ils étaient témoins. Montessoreur maintenant. Ils étaient symboles d'espoir, d'innocence, etc. Là, on revient à quelque chose d'hyper frontal et du coup, c'est intéressant. C'est pas de la provocation gratuite dans Black Phone 2, puisque comme dans le premier, les gamins, ils sont pas juste des victimes, ils sont vraiment moteurs de l'histoire. C'est eux qui résistent, c'est eux qui survivent ou pas, qui affrontent littéralement leurs démons. C'est presque en fait une métaphore de la résilience. Il a un mot. Non, mais je vais rebondir à ce que tu disais. Ça m'a pas mal évoqué les films aussi d'épouvante du cinéma espagnol du fin des années 90, début 2000. Tu sais, les premiers Guillermo del Toro, les Juan Antonio Bayona, ou même le Sixième Sens d'une certaine manière, où en fait les revenants d'enfants viennent pour aider à faire justice, quoi. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça aussi dans Black Phone 1 et 2. Totalement. Sauf qu'ils avaient quand même des visages entiers. Voilà. Donc il y a quelque chose de dérangeant. On sent que le film ne cherche pas à nous rassurer à aucun moment, je tiens à vous le dire. On n'est pas du tout dans la nostalgie des années 80 façon célèbre série sur une célèbre plateforme. C'est plus brut, c'est plus sale, c'est plus émotionnel. Donc on a un Blumhouse et Derrickson qui n'idéalisent pas du tout l'enfance. Ils la filment comme un territoire hyper fragile, comme cette glace en 2 coups de marteau, elle se brise. Le mal peut s'infiltrer partout sans qu'on comprenne pourquoi. Il balance des boules de neige. Sur une cabine. Une tête de bonhomme de neige. Cette scène horrible. Et il y a une vraie filiation aussi littéraire. L'histoire, elle vient d'une nouvelle de Joe Hill, le fils de Stephen King. Et King, il a toujours été un des rares auteurs à oser blesser ses personnages enfants. Dans It, dans Carrie, dans Firestarter, les gosses, en fait, chez King, sont des éponges à trop bas. Complètement. Thérapie, pas que chez King, dans la vie, en fait. Voilà. Et ce qui change, c'est que Black Phone, du coup, le fait quand même avec une certaine empathie. Le film, il montre pas juste la souffrance pour choquer, comme tu disais, c'est pour aussi la transcender, pour refaire justice. C'est presque un film de guérison à travers la peur et ça fait du bien. Terry. De guérison. Alors, tu sais quoi, moi, je vais être honnête, clairement, je l'ai pas vu, la guérison. Voilà, moi, en ce qui me concerne. T'es blessé, toi. Oui, totalement. Et tu sais quoi, je savais que j'allais souffrir en regardant ces 2 films, parce que tu te doutes bien que Black Phone 1, je l'avais pas vu. Donc, t'as enchaîné les 2. J'ai enchaîné les 2. T'as vraiment aimé ta vie, là. Et du coup, alors, vraiment, mais je les ai regardés un peu comme une série, tu sais. Et du coup, j'ai regardé le premier film à la maison, le second au cinéma, et je me suis surpris à kiffer. Mais non. Non, mais franchement, c'est très sincèrement. Regardez, on a créé un monstre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment eu un plaisir à les voir coup sur coup. Comme je disais, un peu l'impression de regarder une série, tellement en fait finalement les 2 films se répondent dans le ton, dans les dialogues, dans les symboles. Le réalisateur Scott Derrickson qui avait aussi fait Doctor Strange, donc forcément il y avait un truc aussi qui me parlait. Et pour une fois, vraiment j'ai aimé. Il a prouvé encore une fois qu'il sait exactement où poser sa caméra. C'est précis, c'est nerveux, c'est hyper efficace. Le montage, il fonctionne super bien, notamment avec les séquences de rêve, avec des flashbacks. Notamment dans, tu sais, il y a les séquences de communication en différé, ce qui te permet d'avoir des moments un peu de « Oh, c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça ». Et donc, moi, ça m'a vraiment fait kiffer dans le principe un peu de l'enquête policière. Ça m'a touché, même si je flippais toutes les
30 secondes, mais globalement. Quand il y a ce grain là. Ouais, à chaque fois qu'il y avait tu sais qu'il va y avoir un truc qui va pas être bien. Et puis les jumpscares, tu sais aussi. Tu sais qu'à un moment, quand elle baisse la tête sous le lit, il y a un bail, mais elle y va quand même et tu regardes quand même. Quand elle regarde sous le premier lit, il y a pas de bail. Donc tu te dis finalement oui, peut-être mais que... tu sais qu'il y aura rien dans le premier lit. Tu sais que c'est pas le premier lit le problème. Tu sais que ce sera le deuxième. Et en fait, justement, tu fonctionnes avec cette réalisation, avec la caméra. Tu la suis, tu anticipes ce qui va se passer et finalement tu kiffes. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi au point où justement par rapport au réalisateur Scott Derrickson, je me suis dit purée, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait donné dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui était dans un délire beaucoup plus horrifique également. Alors bon, il y a eu une belle réalisation également sur ce film, mais j'aurais voulu voir ce que ça aurait donné, peut-être quelque chose de plus angoissant encore. Et donc c'était vraiment un moment, une sorte de peur qui me va. Une peur qui me donne un petit sourire à la fin. Et donc là, c'est la peur, ok. Vraiment, c'était ça. Alors côté acteur, rien à dire. Je trouve que le duo frère-sœur, il fonctionne toujours aussi bien. Finn, il a clairement changé. Tu vois, il est plus violent, il est plus nerveux, presque à l'image de son père. Genre, il est un peu comme ça, il se met à fumer et tout. Non, c'est quelqu'un de différent. Et la mère, elle a pris la sœur du coup, Gwen, elle a pris le côté spirituel, mystique, chelou. Elle a pris le lead. Oui, mais clairement. Elle a dit, je vais prendre le lead là. Mais sur cette déjà, affaire. elle était géniale dans le 1. Dans le premier, elle était super. géniale. Je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien en voir un petit peu plus de cette sœur, de cette Gwen. Et après, derrière, dans le 2, exactement, mais ils m'ont écouté. Et du coup, je me suis dit, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Par contre, les adultes, ils servent toujours à rien. Genre, toujours inutiles, comme dans le premier, finalement. Ils vivent dans un autre monde, ils comprennent rien à ce qui se passe. Et c'est d'autant plus fort que le film, finalement, repose sur l'intuition, la peur et la résilience des enfants. Alors visuellement, j'ai adoré le grain, donc voilà, la pellicule, l'ambiance glacée, les images jaunâtres des sous-sols, les murs qui respirent presque, la sonnerie du téléphone qui angoisse, mais genre vraiment de ouf. D'ailleurs, finalement, il y a un truc, c'est qu'elle évolue cette sonnerie. Oui, parce que tu réponds pas. C'est ça. Il y a pas le. On n'avance pas. Drink, c'est drink. Ça n'arrête pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est qu'il y a un moment, c'est plus que le téléphone, c'est même plus juste la clé pour comprendre ce qui se passe, c'est toute la porte. C'est vraiment c'est un doorway pour le monde spirituel, pour je ne sais quoi, et ça fait que tu finis par kiffer un petit peu la sonnerie. Quand ça sonne, tu dis ok, on va comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans cette enquête. Finn, il décroche, il dit je peux pas vous aider. Au début, il est là comme ça et tu dis mais non copain, faut que tu décroches, faut y aller, faut les aider les petits gamins là. Et puis après quand lui il veut parler et qu'il lui dit ouais de toute façon moi je t'ai tué, j'étais genre ouais c'est ça. j'étais avec lui, je voulais qu'il se bagarre. Et après un peu plus tard quand il y va, je veux pas spoiler, mais j'étais trop avec lui, j'étais trop avec Finn, j'étais trop avec Gwen, je les ai trop. À un moment bref, on a je veux pas spoiler. Et j'ai vraiment kiffé. Alors c'est dérangeant. Black Phone 2, voilà, c'est dérangeant, mais c'est un film qui est maîtrisé. Alors, je n'aime pas les films d'horreur, je vais pas me mettre à dire autre chose, mais là, j'ai flippé, j'ai kiffé. Du coup, finalement, c'était un très bon film. J'adore les films d'horreur, voilà. Ça c'est un secret pour personne. Je suis souvent assez client des productions Blumhouse. J'avais beaucoup aimé leur reboot de Halloween par David Gordon Green, surtout le premier que j'avais adoré en salle, que j'avais eu la chance de présenter et donc de tailler le petit bout de gras avec Jamie Lee Curtis. C'est quand même un très très grand souvenir. Stylé. J'ai complètement adhéré aux relectures de L'Homme Invisible, plus récemment The Wolfman de Lee Whannell. Là aussi un réalisateur qui sort clairement de l'écurie Blumhouse. J'adore Insidious, j'avais aimé le premier Black Phone d'une certaine manière, mais j'y allais quand même un petit peu sur mes gardes au final parce que je trouvais que ce premier Black Phone, il était un peu, je l'avais trouvé le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, entre thriller psychologique et film fantastique. Et là, clairement, on a affaire à un film d'épouvante fantastique avec The Black Phone 2, et c'est ça qui m'a vraiment convaincu. Le personnage de Gwen devient, comme tu le disais, central. Ses rêves, c'est un élément clé du récit. Le tueur, il est désormais beaucoup plus arrangé du côté de Freddy Krueger. D'ailleurs, on voit clairement des références qui m'ont fait jubiler dans The Black Phone 2 à la saga de Freddy. Comme lui, il agit dans les rêves de ses victimes, cette fois-ci complètement. Son aspect est beaucoup plus démoniaque que dans le premier film. Donc désolé si vous êtes fan de Ethan Hawke, ils l'ont quand même bien ravagé sur ce deuxième film. Il a des toutes petites chevilles. Je tiens à dire. Mais moi j'aime bien. Et puis il y a ce lieu où se déroule l'action, ce camp de vacances qui est au bord d'un lac gelé, encerclé de montagnes enneigées. Impossible de pas penser à Shining. Là encore, le roman de Stephen King, pas le film de Kubrick. Et je sais pas si c'est intentionnel, mais comme tu le disais, Black Phone c'est quand même adapté d'une nouvelle de Joe Hill qui est le fils de Stephen King. On peut quand même
supposer que 2 plus 2 égale 4. J'ai trouvé que la réalisation de Scott Derrickson était beaucoup plus solide dans son ensemble, plus assumée, filmé sur pellicule, effectivement, avec un vrai grain qui est complètement raccord avec l'histoire qui se déroule en 1982, mon année de naissance, je vous laisse faire le calcul. On a le droit à quelques jumpscares bien sentis, et puis surtout, dans l'ensemble, je trouve que c'est beaucoup plus gore, effectivement, que le premier. Oui. C'est quand même assez frontal comme horreur, et moi, ça me plaît quand on assume de faire dans l'horreur pure, donc Black Phone 2, c'est validé en ce qui me concerne également. Maintenant, on va parler brièvement d'une autre suite particulièrement attendue, Five Nights at Freddy's 2, qui sortira le 3 décembre. Vous voulez un petit avant-goût? Tout de suite un extrait de la bande-annonce. Youpi. Breakfast Ciné Club. Fin 2023, nous vous avions parlé de Five Nights at Freddy's, le premier du nom, adaptation d'une série de jeux vidéo horrifiques. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les origines de cette franchise? Tout à fait. Alors Five Nights at Freddy's, c'est un cas absolument passionnant puisqu'à la base, c'est un tout petit jeu sorti en 2014. Vraiment, je pèse mes mots, tout petit jeu, fait par un seul créateur, Scott Cawthon. On y joue donc un gardien de nuit dans une pizzeria, obligé de surveiller les caméras pendant que les mascottes animatroniques prennent vie pour le tuer, tout simplement. Voilà, rien de plus simple, une nuit tranquille dans une pizzeria. Comme vous et moi, quoi. Voilà. Et pourtant, ça a terrifié vraiment toute une génération de gens qui consommaient notamment des vidéos sur YouTube. Parce que c'est un jeu qui est devenu un phénomène sur ces plateformes, aussi sur Twitch. Il y a des millions et des millions de gens qui ont découvert donc, ces peluches tueuses en regardant leur streamer préféré hurler de peur. Comme le créateur avait glissé en plus plein d'indices de secrets, les fans se sont mis à théoriser. Il y a eu un vrai lore qui s'est développé autour de cet univers, à chercher des codes cachés. C'est devenu une sorte d'enquête collective sur Internet, un vrai jeu de piste communautaire. Alors forcément, quand Blumhouse adapte ça au cinéma, le risque il est énorme en fait, parce que comment garder la tension du jeu sans trahir finalement son ADN et son univers? Résultat, carton plein. Le film tourné pour 20 millions en a rapporté presque 300. Le public a adoré parce que justement, ça respecte le lore, ça respecte les visuels et aussi les jumpscares. C'est vraiment beaucoup trop rare, du coup, il faut le souligner. Clairement. Combien de fois on a pris nos licences préférées pour les... pour en faire vraiment, pour leur faire du catch, Là, ils l'ont respecté, ça fait du bien. Et petit détail génial, les animatroniques du film, on en avait parlé à l'époque, ils ont été fabriqués par les équipes de Jim Henson. Donc oui, les Muppets sont officiellement devenus flippants. Et du coup, cette suite tant attendue qui arrive début décembre avec encore plus d'animatroniques, encore plus de clins d'œil aux fans. Du coup, c'est hyper prometteur. Et Blumhouse assume totalement. Ils veulent vraiment faire de Five Nights at Freddy's une véritable saga. Ce qui est beau, c'est que ça montre qu'ils savent encore parler à un public jeune, connecté, qui veut avoir peur, mais ensemble et surtout, ils les respectent. Voilà, et donc Five Nights at Freddy's 2, ça se déroule 1 an après les événements du premier, des événements dramatiques qui se sont déroulés dans le restaurant et qui sont devenus en fait une sorte de légende urbaine locale. Personne sait véritablement le vrai du faux, tout a été un petit peu déformé, mais lorsque Abby, la petite sœur de Mike, qu'on découvrait tous les deux dans le premier film, cherche à reprendre contact avec ses amis robots animatroniques, parce qu'elle est devenue pote avec eux, elle va déclencher une nouvelle série de drames et de révélations terrifiantes quant à l'origine de la pizzeria Freddy's. Terry, si je me souviens bien, t'avais adoré le premier film. Mais tu dois être vraiment ravi que ça revienne. Mais non, mais j'avais vraiment super kiffé. J'avais tenté de survivre avec dignité, c'était n'importe quoi. Non, mais globalement, c'est vrai que j'avais encore été assez surpris par le film parce que je m'attendais à regretter d'être vivant. Mais finalement, j'avais trouvé ça malin, j'avais trouvé ça bien rythmé. C'était une vraie ambiance. Alors là, pour le 2, donc je sens qu'ils ont compris ce que les gens avaient aimé, à savoir donc l'univers, le lore, les personnages, les animatronics, ce mélange de nostalgie et d'angoisse. Alors j'aime bien le fait que l'ambiance sorte un petit peu de la pizzeria parce que globalement c'était un peu claustro. C'était un huis clos, quoi. J'avais souffert et donc là je me dis au moins on pourra un petit peu respirer, ce qui n'empêchera pas que ce sera quand même. C'est drôle que ça te plaise cet aspect parce qu'avant on pouvait se dire je sors de la pizzeria, cauchemar fini. Là ils peuvent venir chez toi là en vrai. Pourquoi tu veux me mettre des idées pareilles dans ma tête, d'accord? Non, moi je me dis juste qu'au moins visuellement il y a de l'air, il y a des arbres, je sais pas, je vais me concentrer sur autre
autre chose. Donc je me dis que tu vois, ça a l'air contrasté. Il y a un côté un peu clair-obscur. Il y a un montage qui joue beaucoup avec le hors-champ, mais c'est un petit peu le principe du jeu vidéo finalement, parce que tu les vois pas vraiment. C'est quand tu te retournes qu'il y a du mouvement, quoi. Donc moi je trouve que c'est cool. Le sound design a l'air ultra soigné. Le bruit métallique des robots, le grincement, les respirations dans le noir, ça te met dans un état d'alerte permanent. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est que ce sont même pas des monstres surnaturels, des trucs trop moches et tout, même comme on a pu voir dans Black Phone 2, quelque chose de vraiment très très laid. Non, c'est des robots peluches. Ouais. Et finalement, il y a un côté qui te dit oh là là, c'est un peu ridicule, tu sais, dans ton cerveau, tu te dis oh là là, c'est un peu drôle. Et puis il y a une autre partie de ton cerveau qui est en train de te dire faut que tu partes ici en courant. Et moi, je sais pas, je serais un petit peu entre les deux. Five Nights at Freddy's 2, ça arrive donc 2 ans après le premier film, qui a été, comme tu le disais, Marie, un très très gros succès, surtout porté principalement par le jeune public, des jeunes ados. J'imagine que c'est parce que la saga de jeux vidéo est surtout populaire auprès des jeunes, Marie. Mais oui, mais comme on se le disait, en fait, cette franchise, elle compte aujourd'hui 8 jeux principaux, plusieurs spin-offs. On se souvient, c'est un tout petit jeu d'un seul créateur. Aujourd'hui, c'est un grand univers étendu. Un total estimé à plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Sur YouTube, c'est quand même l'univers le plus populaire de l'histoire du gaming. Il y a plus de 80 milliards de vues cumulées sur les vidéos liées à Five Nights at Freddy's. Alors avec ce nouvel opus qui est toujours réalisé par Emma Tari et toujours co-scénarisé par le créateur des jeux, Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's 2 va proposer une histoire plus ambitieuse dans un cadre effectivement plus large, avec les monstres mécaniques qui vont sortir de la pizzeria. Et puis côté casting, ça s'enrichit aussi pas mal avec d'abord Megan Fox, habituée du genre horrifique, révélée dans Jennifer's Body, un film que je recommande à tout le monde, et surtout Skeet Ulrich, qui va retrouver son ancien partenaire de crime Matthew Lillard, qui jouait le rôle du méchant dans le premier Five Nights. Skeet Ulrich, c'est un acteur culte pour des générations de fans d'horreur, surtout ceux des années 90, puisque aux côtés de Matthew Lillard, il jouait le rôle de Billy Loomis, l'un des 2 tueurs du tout premier Scream. Lillard jouait son binôme. Bref, ce sont des retrouvailles qui vont en réjouir plus d'une et plus d'un, et apporter au film un vrai cachet 90s qui était déjà vraiment qui crevait déjà les yeux dans le premier film. Donc voilà, on a très très hâte. On vous recommande déjà The Black Phone 2, et puis ensuite vous enchaînerez avec Five Nights. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On souhaite un excellent anniversaire à Blumhouse Studio, et on espère encore autant d'années à venir avec des révélations, des réalisateurs, des réalisatrices, des films, des franchises, des sagas. On veut tout, sauf Terry, mais Marie et moi, on est prêts à bien... J'aime bien de temps en temps, vite fait. En tout cas, Blumhouse nous font bien manger depuis des années. On espère que ça va continuer. Merci Marie, merci Terry d'être venus ce matin pour parler de ça avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour parler peut-être d'une autre suite des plus attendus de cette année. Ça va chanter, il va y avoir, et ça fait pas peur. On verra. Mais bon, on peut dire de quoi il s'agit. Il s'agit de Wicked 2. Vous avez été nombreuses et nombreux à être très 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 séduits par la proposition du premier. On a hâte de voir la conclusion de cette histoire. On se retrouve donc très bientôt pour en parler dans le Breakfast Ciné Club. D'ici là, allez au cinéma avec vos amis, avec votre famille, ou tout seul. Faites-vous kiffer. On vous embrasse. Ciao. Ciao. Breakfast Ciné Club.